Amis de CBS, merci d'être des nôtres dans le cadre de cette émission Migration et Développement. Des fois, les facteurs économiques ou politiques influencent les déplacements de certaines personnes de leur pays vers un autre pour s'y placer d'une manière temporaire ou définitive. Voilà pourquoi nous vous parlons de ces phénomènes de migration dans cette émission qui va connaître l'intervention de M. Pierre Yambouya, directeur général de la DOGEM, Direction générale de migration RDC, avec qui nous allons faire le point sur le sujet. Monsieur Pierre Yambouya, bonjour. Bonjour, Monsieur Seng. Précisons-le, vous êtes auteur du livre « Les développements de la RDC par la Direction générale de migration » et directeur général de la DOGEM, Direction générale de migration en RDC. En fait, c'est quoi la migration pour vous? La migration, pas pour moi, d'une façon universelle, c'est un mouvement, c'est-à-dire immigration et émigration. Donc, immigration pour les étrangers qui viennent dans un pays et émigration pour les ressortissants de ce même pays qui vont hors de leur pays. En fait, j'ai dit pour vous parce qu'il y a déjà migration internationale et là, vous avez encore préféré écrire sur migration. En fait, c'est ce que je voudrais savoir s'il y a quelque chose de nouveau que vous avez apporté là-dessus. Le problème de la migration internationale, c'est une autre chose. Là, on peut se référer à l'OIM, par exemple. Là, c'est une organisation internationale. Mais tandis que la migration sur le plan national, c'est ce qui nous concerne pour notre service d'immigration. Et à l'époque, on disait, par exemple, ANI, Agence nationale d'immigration. Donc, l'immigration, à l'époque, s'occupait uniquement des problèmes des étrangers dans notre territoire national. Tandis qu'aujourd'hui, il y a la migration. Donc, c'est-à-dire, nous nous occupons également de nos compatriotes qui sont à l'étranger, donc de la diaspora, qui sortent du pays et qui sont établis dans d'autres pays. Et d'après vous, quelles sont les raisons qui poussent les gens à quitter leur terre pour les sols étrangers? Le phénomène immigration, d'une façon générale, là, c'est à remonter, par exemple, depuis des années. À titre d'exemple, les États-Unis. Les États-Unis ont été édifiés par un mouvement migratoire, par l'immigration. Donc, c'est-à-dire, les gens quittent leur pays pour trouver à vivre une vie meilleure ailleurs. Donc, l'immigration ou le mouvement migratoire est une chose qui doit être normalement libre, où chacun des êtres humains peuvent trouver l'espace où ils peuvent évoluer dans le bien-être communautaire. C'est-à-dire ceux qui sont en Amérique, vont en Europe, les Européens en Afrique, tout ça. La République démocratique du Congo, pour ne pas parler du Congo belge, par exemple. Oui. Si ce pays a été édifié, ce n'est pas les Congolais qui ont créé la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un produit de mouvements migratoires, donc ce que nous appelons de la colonie, par exemple. Donc, c'est-à-dire les autres êtres humains qui sont partis du nord de notre monde et qui sont venus, avec une technologie supérieure à nous et dans le développement, bien sûr, c'est ça, la création même de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène universel dont la RDC ne peut pas échapper.
En fait, parce que vous parlez des colons, c'est vrai que dans le monde, beaucoup de pays ont réussi à s'industrialiser grâce à la migration, c'est-à-dire un développement économique rapide. Qu'en est-il de la RDC, toujours hospitalière, prête à sauter au cou de tous les étrangers pour ne pas alors au fait, connaître un développement économique? Disons, pour préciser, qu'est-ce qui fait que disons, le développement économique congolais soit entravé quelque part sur le plan migratoire? Sur le plan migratoire, c'est ça que je viens de dire. Je suis né le 12 décembre 1950, c'est-à-dire j'ai connu la colonisation. Quand, par exemple, moi et des amis de ma génération peut-être, quand nous, on partait dans des écoles, on étudiait avec un bivard sur un banc de l'école, là où, dans nos classes, là où il y avait des encriers, je ne sais pas, vous comptez, des encriers, nous on écrivait avec la plume, c'est-à-dire avec bivard. Et tout ça, ça vient d'où? Du développement des autres. Donc, je veux dire par là que, sur la question, c'est-à-dire, il n'y a aucun inconvénient pour voir le développement d'un pays à travers un mouvement migratoire. Parce que nous, aujourd'hui, je prends à titre d'exemple, je l'ai même écrit dans ce livre, dans la première édition comme dans la seconde édition. Vous partez aujourd'hui dans le Bas-Congo, le peuple Mukongo, donc la femme Mukongo en particulier, prépare sa chikwang de la même manière comme à l'époque, je ne sais pas, avant 1885 par exemple. Tandis que ailleurs, on voit le développement. Par exemple, sur l'Okélé, les Lokélé continuent à fabriquer leurs pirogues de la même manière. Mais quand les Européens sont arrivés, par exemple, en Amérique, Christophe Colomb, quoi, tout ça. Mais ces Indiens qui vivaient là-bas avaient leurs pirogues et quoi, tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous partez en Amérique, vous verrez, il y a de bateaux dans le Mississippi et quoi, tout ça, des choses très modernes. C'est-à-dire, ces choses modernes viennent de quelque part, là où les gens ont beaucoup plus évolué que chez des Indiens, par exemple. Donc, la même chose comme chez nous. Donc, la trace migratoire dans notre pays, le boulevard du 30 juin, le chemin de fer qui est là. Où est le chemin de fer construit par l'intelligence congolaise? Il n'y en a pas. Donc, c'est ça que nous disons. Donc, l'immigration, normalement, et le mouvement migratoire a un impact très fort dans notre pays, dont nous devons retrouver le développement du passé. Et pourquoi on est toujours limité au niveau des chemins de fer, boulevards, et pourquoi on a des chemins de fer? Il y a l'industrialisation du pays, il y a tant de choses que ces gens viennent, disons, des investissements, si je peux préciser la chose. Alors pourquoi chez nous, nous sentons qu'il y a une certaine limite? On a essayé un peu d'arrêter, on ne sent pas vraiment une certaine évolution sur ces plans-là. Au 30 juin 60, il y avait combien de Congolais à l'étranger? Presque pas. Quelques étudiants congolais qui étaient en Belgique plus particulièrement, et puis c'est tout. Mais ce pays était un puissant pays, industriellement. Industriellement, un de puissants. Je peux même dire le plus puissant pays africain de l'époque. Donc avant le 30 juin 60, à tel point même notre condition sociale de vie par rapport à l'industrie qui était là jusqu'au 30 juin 1960, on était même loin supérieur à l'Afrique du Sud, au Corée du Sud et dans plusieurs pays. On était presque à l'égalité sociale avec le Canada, par exemple. Mais si aujourd'hui nous parlons des investisseurs et quoi tout ça, n'oubliez pas que toutes les plantations, par exemple, spoliées en 73 à l'intérieur du pays, c'était donc avec le phénomène zarianisation, c'était la destruction de l'industrie de développement de notre pays. Et aujourd'hui, nous gérons tous ces biens laissés par des autres, sans savoir comment est la gestion exacte de ces biens-là, et voilà, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, nous, on a besoin de parler toujours d'investissement. Pourquoi investissement? Pourquoi enfin, pour ne pas dire pleurer, pourquoi nous privilégions la présence des investisseurs chez nous? Quelle différence y a-t-il entre le développement à l'époque coloniale jusqu'aux années 73 et la façon de notre
envie de voir les investisseurs aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc il n'y a aucune différence et c'est à travers exactement cette immigration de développement qu'on est en train de développer. Il y a plusieurs tentatives de ceux qui veulent revenir, surtout parmi ceux qui avaient vécu déjà dans notre pays, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'appliquer pour la première fois en République démocratique du Congo la réparation des erreurs de 1973. Donc il y a plein des investisseurs, mais la porte d'entrée, c'est le miroir du pays, dont la DGM, la Direction générale de migration. À peine que l'ensemble de notre pays comprendra le rôle de la DGM que nous voulons bien imprimer de toute sincérité, vous verrez qu'il y aura des garanties pour que ces investisseurs puissent se retrouver encore dans ce pays, un pays d'avenir. Monsieur Jean-Pierre Yambouya, depuis quand le mouvement migratoire international est devenu officiel? Le mouvement migratoire international, il y a plusieurs étapes. Surtout, chez nous par exemple, le mouvement migratoire international a commencé depuis 1482 avec la découverte de notre pays, l'embouchure du fleuve Congo par le navigateur portugais Diego Cao. Et puis maintenant, le grand mouvement international migratoire a commencé plus officiellement. C'est avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'était, je crois, 1400... non, c'était presque 10 ans après nous. D'abord, Diego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Congo 10 ans après environ. Et Christophe Colomb avait découvert les Amériques. C'est ça, normalement, le début réel de mouvements migratoires officiels à travers le monde. Là, c'était juste pour vous amener un tout petit peu en arrière, parce que vous êtes écrivain aussi. Mais le gouvernement congolais se contente-t-il de connaître vraiment un mouvement migratoire permanent? Le problème, vous voyez, nous ne pouvons pas échapper à l'historique de notre pays. Dans le sens, durant toute la Deuxième République, parler de l'immigration, aujourd'hui par exemple, nous nous retrouvons comme ça, fièrement devant l'écran, en train de parler, mais hier c'était pratiquement impossible parce que l'immigration faisait partie de la police politique de la Deuxième République, telle que vous connaissez. Mais actuellement, je dois vraiment avouer que l'ensemble de prendre connaissance pour mettre en place un réel service d'immigration. Donc, et surtout, avec l'apport de notre expérience extérieure. Moi-même, par exemple, suis un ancien haut fonctionnaire de l'OIM, de cette grande organisation internationale pour l'immigration. Je suis un ancien haut fonctionnaire de l'Amnesty International. Vous voyez que pendant mes plusieurs années d'exil, j'ai toujours été au cadre dans ce domaine migratoire. Donc aujourd'hui, et cet apport, avec la grande compréhension, surtout à ce moment de la réunification de notre pays, ça je dois vraiment avouer que tous les composantes de notre pays, politiques et autres, sont dans ce dynamique de faire de notre pays un grand pays migratoire, comme dans le passé. Parce que le développement colonial, d'accord, c'était la colonisation belge, c'est-à-dire l'administration coloniale belge, mais avec un mouvement migratoire, c'est-à-dire il y avait des Grecs, des Indiens, des Grecs, enfin, tout le monde était là, hein, donc dans cette grande production qui faisait du Congo belge un grand pays développé, dont nous sommes dans le dynamisme aujourd'hui de revoir ça à travers ce qu'on est toujours en train de répéter, que les investisseurs viennent. Et pourquoi parlez-vous en termes de réel service de migration? Oui, parce que nous quittons d'un service d'immigration d'oppression, parce que quand un service d'immigration d'un pays sous-développé ou en voie de sous-développement ou qui progresse dans le sous-développement veut quitter ce phénomène-là, et c'est là que je dis que nous devons retrouver un réel service d'immigration. Voilà le pas qu'on est en train de faire pour que
nous atteignons réellement un jour, très proche d'ailleurs, ce grand service d'immigration pour faire de notre pays la terre d'avenir pour tous. C'est-à-dire, auparavant, il n'y avait pas quelque chose de fiable sur le plan migratoire? Absolument pas. Tout était détruit depuis 1973, la grande année d'expoliation. Là où j'habite à ces moments, par exemple, sur cette avenue des Orangers numéro 6, ça c'est une maison construite en 1942. Par les colons. Par les colons, donc par un mouvement migratoire. La première maison en étage à Bakwanga, première maison en étage à Bakwanga, et plusieurs maisons en étage à Bakwanga ont été construites par le mouvement migratoire ouest-africain. Ce sont des Sénégalais que nous appelions à l'époque communément sénégalais qui avaient commencé à construire les premières maisons en étage à Bakwanga qui est Mbujimayi aujourd'hui. Voilà. Parce que vous continuez à louer vraiment le mouvement migratoire, monsieur le directeur, en quoi l'Occident est vraiment redevable à la RDC, soit l'Afrique en général par rapport à la migration? Mais non, mais l'Occident est redevable à travers d'abord le pas que nous devons faire pour corriger les erreurs du passé. À titre d'exemple, tous ces minibus qui circulent ici, c'est encore quoi? À travers toujours un mouvement migratoire. Et je peux encore citer encore un autre exemple, à travers l'histoire qui nous lie avec la Belgique. Si la Belgique aujourd'hui, les autorités belges disaient aujourd'hui que les Congolais peuvent entrer en Belgique pour une période de 3 mois à partir d'aujourd'hui sans visa. Même vous, comme journaliste, nous allons tous partir. Nous allons tous de tout le Congo. Personne ne va vouloir rester ici. Tout ça pourquoi? Parce que dans un autre coin de la planète, il y a des gens qui se sont suffisamment développés. Même en Occident, le mouvement migratoire qui part de ce qu'on appelle tiers-monde est très avantagé à la fois. Car vous trouvez dans grande partie des restaurants, des travaux que à la fois les Occidentaux ne veulent plus exercer, mais on en trouve où comme marché du travail à travers un mouvement migratoire. Donc cela doit se faire vice-versa. La même chose avec des Ndingari que moi je considère appellation Ndingari comme une injure. Tous ces Ndingari ouest-africains qui nous préparent des bons cabris. Nous créent des emplois aussi. Nous créent des emplois aussi. Entre-temps, ils sont en train de nous préparer des cabris à travers nos chèvres que nous n'arrivons pas à bien faire de cabris. Entre-temps, combien de mamans vendent des chikwang à travers cet apport de bien faire de cabris en RDC? Ils sont nombreux. Donc c'est une créativité d'emploi. Et les Occidentaux que vous connaissez qui viennent actuellement, qu'est-ce que nous apportent? Parce que là, nos frères vont en Europe, vous venez de dire, ils nous envoient des minibus. C'est-à-dire il y a un petit apport quelque part. Mais les Occidentaux qui viennent, qu'est-ce qu'on sent vraiment sur les plans économiques actuellement? En tout cas, en grande partie, mon cher frère, ça je dois l'avouer. C'est vrai, les Congolais qui partent à l'étranger nous ramènent des combis. Et ici, je ne suis pas là pour expliquer sur toutes les démarches qui leur permettent de ramener ces combis ici et de ne pas parler à la fois pour atteindre à avoir un séjour régulier dans tous ces pays occidentaux. Je dis à titre d'exemple, un étranger qui vient ici, qui nous crée 10 postes d'emploi. Avoir 10 postes d'emploi en RDC ou dans d'autres pays africains, cela veut dire c'est 100 personnes qui rentrent dans la sécurité sociale parce qu'il n'y a aucun travailleur parmi ces 10 travailleurs engagés par cet Européen ou quoi, tout ça, qui va se suffire seul. Donc, chaque travailleur a au moins minimum 10 personnes derrière. Et la plupart des communautés étrangères que vous trouvez ici sont des porteuses d'emplois. Le nombre d'emplois en dehors de l'État, donc des fonctionnaires de l'État, dans le privé ici, le peu d'étrangers qui sont là ont donné beaucoup plus de travail par rapport aux hommes d'affaires congolais, entre nous Congolais par exemple. Vous voyez déjà que, c'est-à-dire ce mouvement migratoire, pour ne pas parler seulement des Occidentaux, il y a beaucoup d'Indiens ici
beaucoup de Libanais, beaucoup de, je sais pas, Pakistanais, et même sur Victoire, par exemple. Tous ces magasins de pièces de réchange sont des magasins de qui? Des mouvements migratoires, des étrangers qui viennent chez nous. Entre-temps, à titre d'exemple, le nombre de Ouest-Africains en République démocratique du Congo est loin inférieur par rapport à tous les Congolais dans la communauté de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Allez un peu à Lagos, à Cotonou, à Abidjan, Conakry. Allez voir combien y a-t-il de Congolais là-bas. Donc nous aussi, nous partons trop loin. Alors voilà pourquoi nous devons quitter des fausses accusations contre des étrangers dans notre pays. Là, vous les invitez à revenir et puis construire notre pays, ou vous les encouragez toujours à aller plus loin? Mais le chemin de fer Matadi-Kinshasa, a été construit par qui? Avec l'apport, il y avait de Chinois, il y avait de Ouest-Africains, il y avait tout le monde. Donc c'est toujours un phénomène réaliste. Je n'invite personne pour venir réellement ici, comme si ce pays n'a pas d'habitants, mais je dis tout simplement que, quelle que soit la nature de l'homme, quelle que soit sa couleur de la peau, s'il a de bonnes idées pour cohabiter avec nous en République démocratique du Congo, avec des idées, de bonnes perspectives d'avenir. On n'est pas raciste? Non, non, jamais. Le Congolais n'est pas raciste. Peut-être les lois de la Deuxième République sont des lois racistes. Ça, je le dis de tout cœur. Voilà les lois de la Deuxième République, des lois racistes. Monsieur Jean-Pierre Yambouya, je le rappelle, vous êtes auteur du livre Le développement de la RDC par la Direction générale de migration et directeur général de la deuxième Direction générale de migration RDC. Par cet ouvrage, vous comptez développer au fait la RDC rien qu'avec la migration? Ce n'est pas réellement seulement avec la migration. C'est-à-dire, la migration, c'est un apport très important. Le micro que nous tenons, cette télévision qu'aujourd'hui on est en train de faire ce beau reportage, pas tout ça, ça vient d'où? Où est notre usine et centre d'études de Congolais pour fabriquer des cellulaires que nous utilisons? C'est toujours à travers un mouvement migratoire. C'est-à-dire, moi je souhaiterais que, avec nos coltans, parce que tout le monde le sait, pour ne pas parler des conséquences de la grande découverte de coltan dans notre pays, là on était arrivé, dont je me réjouis. Aujourd'hui de la réunification de notre pays, pour dire qu'à travers le mouvement migratoire, que ces coltans, que ces cobalt, que ces diamants et quoi tout ça, ces nombreuses richesses que contiennent notre pays, que cela aussi soit vraiment quitte notre pays à partir de produits finis. Et pour que ces matières premières quittent notre pays en produits finis, ce n'est qu'à travers un bon accueil dont la 2GM est le miroir pour servir d'exemple pour que toutes les communautés confondues participent au développement de notre pays. C'est-à-dire, ces histoires ne peuvent pas se faire ici, disons, transformation de matières précieuses ne peut pas se faire ici. Il faut toujours un mouvement migratoire pour que la RDC aille de l'avant. Parce que là, sur l'ouvrage, vous précisez les développements de la RDC rien que par les mouvements migratoires. Quand on voit bien l'ouvrage, on voit le développement de la RDC par la Direction générale de migration. Et il n'y a plus un autre moyen, vous trouvez que seulement la migration? L'université catholique de Kinshasa, enfin, pas Saint-Raphaël, l'université Lovanium, c'est l'équivalent de l'université de Louvain. On a étudié là-bas. Il y a combien de Congolais qui ont obtenu des diplômes d'université sur place au pays? Qu'est-ce que nous faisons avec ce diplôme? Pourquoi ne pas en fait souhaiter des machines de transformation de nos matières premières à partir d'ici, de chez nous? C'est ça mon grand souhait. Voilà pourquoi nous disons le développement de la RDC par la Direction générale de migration. Et non exclure, on n'exclut personne. Mais ce développement, c'est la réunification de toutes les potentialités intellectuelles, pas seulement des étrangers. Il y a beaucoup de Congolais. Allez à la NASA, vous trouverez de Congolais là-bas.
Allez dans beaucoup de centres de recherche ailleurs. Vous trouverez de Congolais, même s'ils sont devenus américains, belges, quoi, tout ça. Mais nous devons faire aussi de sorte que tous ces Congolais soient vraiment rattachés de leurs racines, qu'ils nous apportent leur grande connaissance de là-bas. Le problème de développement de l'RDC par la Direction générale de l'immigration n'est pas une exclusivité, mais c'est seulement un rassemblement des hommes de bonne volonté, congolais comme étrangers, partout là où ils se trouvent, pour qu'on puisse se retrouver ici et transformer ce que vous venez de dire, de poser comme question sur place au pays. Et nous deviendrons un grand pays d'exportation. Monsieur le directeur général, votre mot de la fin. Pour mon mot de la fin, je transmets vraiment tout ce petit message en disant que la Direction générale de migration, DGM, doit être l'art de savoir-faire pour le développement de la République démocratique du Congo, en créant la tradition et la modernité avec générosité, rigueur, imagination et humanisme, pour que notre peuple, à travers une administration migratoire bien organisée et respectueuse, fasse de notre nation la terre d'avenir pour tous. Les hommes et les femmes fonctionnaires de la Direction générale de migration, DGM, doivent se préparer à devenir les dépositaires d'une administration migratoire accueillante unique en Afrique. Une conscience constructive nationale, une prévenance constante dans la sécurité des êtres humains en RDC. Le souci d'effacer de notre vocabulaire national le mot Chégué. Voilà. Merci, directeur, d'avoir accepté de passer ces temps avec nous, en commande de CBS, bien sûr. Amis de CBS, retenez que le mouvement migratoire influence aussi le développement d'un pays. C'est tout simplement ces mouvements migratoires est fait d'une manière migration et développement qui a connu la participation de la deuxième Direction générale de migration en RDC. Voilà, nous vous retrouvons la fois prochaine. Vos commentaires, vos remarques sont les bienvenus au 98 29 25 46. 98 29 25 46. Bonne suite des programmes sur CBS.